Et aujourd'hui, on va parler du Niger et de sa situation politique. Le premier tour de la présidentielle, ce sera normalement à la fin du mois de décembre 2020. Mahamadou Issoufou a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Ibrahim Yacouba pourrait bien y aller en revanche. Merci à vous d'être avec vous, Ibrahim Yacouba. Merci pour votre Alors, invitation. vous êtes actuellement en tournée européenne. Vous avez été syndicaliste, altermondialiste, ministre des Affaires étrangères sous Mahamadou Issoufou. Et vous avez lancé votre propre mouvement, une coalition MPN Kishinkasa. Alors, cette présidentielle, est-ce que vous y allez ou pas? Oui, j'y serai si mon parti m'investit, puisque vous savez que nous sommes une organisation très jeune, mais une organisation démocratique. Elle est essentiellement composée des jeunes et des femmes. Ce sera décidé quand alors? Le 15 décembre 2019, nous avons une convention nationale qui se déterminera par rapport à cette question, Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller à cette élection? La situation du Niger, le défi que nous avons de redresser notre économie, de réduire les inégalités et les vulnérabilités, et puis de redonner espoir aux Nigériens. Vous savez que nous sommes un des pays dont les conditions des habitants sont les plus difficiles, à tous égards, dont les secteurs sociaux sont dégradés. Il faut que nous soyons capables de reconstruire un pays nouveau dans lequel chaque Nigérienne et chaque Nigérien croit en son statut. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup d'inégalités, et je pense qu'il est nécessaire que de nouvelles organisations, de nouveaux acteurs politiques s'engagent autour des valeurs essentielles de la République et des vertus de bonne gouvernance. Il y a une grande attente des Nigériens par rapport à ce qui peut être fait pour améliorer leurs conditions. Je ne sais pas si vous le savez, mais les conditions sont dramatiquement difficiles. Et vous remettez en cause justement la gouvernance du président Issoufou. Vous parlez même de malgouvernance. Absolument. Pour quelle raison, oui, justement? D'abord parce qu'elle a produit les inégalités, elle a aggravé la pauvreté des citoyens nigériens et elle n'a pas donné de réponse à toutes les attentes. C'est la question de l'emploi des jeunes. C'est la question du minimum qui garantit la dignité de chaque être humain, à savoir avoir accès à l'école sur une durée minimale qui permette de faire d'un être humain un citoyen responsable et avoir accès aux soins de santé. Au Niger, les soins qui sont le minimum de santé pour la dignité de l'homme ne sont pas garantis. Donc il y a un devoir et une mission que chaque Nigérien doit assumer pour nous sortir de cette situation. Alors, on entend aujourd'hui vos reproches au président Issoufou. Pourtant, vous aviez décidé de le rallier à la présidentielle de 2015. Vous avez été son ministre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, il ne vous plaise plus, ou en tout cas que vous l'accusiez de cette malgouvernance? Parce que ce qu'il fait ne correspond plus à ce pourquoi nous nous sommes engagés à ses côtés. Mais ça correspondait au moment où vous étiez au gouvernement? Lorsque nous avions soutenu le président Issoufou, nous l'avions soutenu autour de 2 points essentiels. Un, nous assurer que la gouvernance qui sera mise en place est une gouvernance qui va permettre de réduire la question des vulnérabilités, de la pauvreté des citoyens et d'avoir un essor économique certain. Ensuite, nous nous sommes engagés à le soutenir en espérant qu'il sera le garant de la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. Vous savez que notre pays est un pays qui est en prise à beaucoup d'instabilité institutionnelle. Il y a eu beaucoup de coups d'État, beaucoup de remises en cause de processus. Et lorsque simplement, à partir d'avril 2017, donc 1 an seulement que nous étions revenus le soutenir, nous avions constaté qu'il prenait une direction dangereuse pour la stabilité de notre pays. Nous l'avions dénoncé. Nous avions écrit au Premier ministre, alors que j'étais ministre des Affaires étrangères, pour lui dire que le projet électoral qui était en vue est un projet électoral dangereux pour la démocratie au Niger et que nous entendons nous battre contre ce projet. Si vous n'êtes pas en situation en janvier 2021 pour le second tour, vous n'allez donc pas appeler à voter pour le candidat du PNDS, Bazoum Mohamed, dans ce cas-là? Mais nous travaillons pour que ce candidat soit battu, parce que c'est nécessaire pour... Vous parlez déjà, enfin je vous ai entendu dans une interview hier, dire que ce candidat du parti présidentiel allait effectuer un hold-up sur ce scrutin. Oui, c'est le projet. C'est le projet. Mais comment? Par le fait, d'abord parce qu'il y a une loi électorale qui est unique et qui est une première au Niger. C'est le gouvernement qui l'a confectionné tout seul et qui a fait en sorte qu'il ne soit que le seul maître à bord de ce processus électoral. Au Niger, jusqu'en 2016, chaque fois qu'il y avait une élection ou un processus électoral qui était en cours, l'ensemble des partis politique était impliquée. Aujourd'hui, sur plus de 140 partis, il n'y a quasiment qu'un seul parti qui est maître d'œuvre à la CENI, qui est maître d'œuvre du processus électoral et qui utilise les moyens et les ressources de l'État pour faire campagne. Donc, ce n'est pas... Donc, pour vous, aujourd'hui, clairement, l'exercice démocratique au Niger
toutes les conditions ne sont pas remplies pour qu'il soit justement réel? Non, il ne l'est pas. Je pense que le gouvernement en place a été assez rusé. Il s'est débrouillé pour trouver une sorte d'homologation internationale à partir des engagements que le président de la République a pris pour dire qu'il ne se représenterait pas et tous les compromis qu'ils ont fait avec les partenaires. Ils ont considéré que ça suffisait pour qu'on dise que nous sommes une démocratie. Or, une démocratie, elle a un contenu réel à l'intérieur du pays. Or, aujourd'hui au Niger, le contenu réel par rapport auquel on considère qu'une démocratie est normalement constituée, ce contenu n'est pas en place. Ibrahim Yacouba, on va écouter le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur la prochaine présidentielle et l'opposition. Je pense qu'un certain progrès a été fait et qu'en principe, on devrait compter sur une arrivée de l'opposition. Il s'agit de l'avenir du Niger. Il faut et il est nécessaire que tout le monde y participe. Venir à la CENI, c'est se donner l'occasion de voir ce qui s'y passe, d'empêcher que s'y déroulent des choses qui ne sont pas conformes à la loi par le biais de la discussion, par le biais de la participation aux délibérations de ces organes délibérants. Ibrahim Yacouba, vous voulez réagir aux propos du président de la CENI? Oui, le président de la CENI a été président de la CENI en 1999, si je ne me trompe. Il doit se sentir gêné aujourd'hui d'être entouré par les membres d'un seul parti politique. Lorsqu'il avait présidé une CENI qui n'était pas contestée, l'ensemble des partis politiques étaient représentés et lui faisait confiance pour agir et travailler dans ce sens-là. Aujourd'hui, il doit être bien seul, dans un environnement, en tout cas, qui est monocolore. Et rien que cela, c'est un indicateur sur le fait que la CENI n'est pas une CENI représentative. Je voudrais qu'on parle des grands défis du Niger, justement. Vous l'avez évoqué aussi, c'est la question de la sécurité. On a vu, par exemple, aussi ces dizaines de milliers de personnes fuir leur maison à cause des pluies diluviennes et des inondations. C'est à Difa, dans le sud-est, on l'a vu il y a quelques jours. Ces gens-là, ces habitants-là, ils ont déjà été rudement éprouvés aussi par les attaques de Boko Haram. Oui, ils ont été, comme vous le dites, rudement éprouvés par les attaques et surtout par les conditions de la gestion de leur situation après. Parce que vous savez qu'il y a plus de 150 000, certains chiffres même parlent de 200 000 réfugiés ou déplacés. Donc ce sont des populations qui ont quitté leur village dans lesquels ils avaient leurs habitudes et toute leur vie. Pour vous, aujourd'hui, il y a une mauvaise gestion du gouvernement de ces populations? Oui, elle est dramatique. Les populations de Difa sont le symbole de cette gestion dramatique. Ces populations n'ont plus d'activité économique et sociale en lien avec tout ce qu'elles ont connu avant et en lien avec ce qu'elles doivent faire. Vous savez, un homme, il a une dignité et cette dignité, elle a un contenu. C'est être libre dans son mouvement, être libre dans ses activités qui lui permettent de survivre. Les populations de Difa aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Mais ça ne s'arrête pas seulement à Difa, puisque vous savez que la sécurité ou l'insécurité, elle a continué à avoir des zones, quasiment toutes les zones du Niger aujourd'hui sont affectées. Et c'est ça que nous subissons aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le Niger continue de faire partie de la force G5 Sahel? La force G5 Sahel, dans le principe, c'est un projet endogène. C'est un projet qu'il faut soutenir dans son principe. Parce qu'il montre que les pays peuvent organiser leurs armées et avoir des capacités propres pour assurer leur sécurité. Quel que soit le modèle de sécurité endogène, il me paraît être plus pertinent que la sous-traitance de sa sécurité à une autre forme d'organisation. Dernière question. Vous avez été syndicaliste, altermondialiste. Quel est votre positionnement politique aujourd'hui au sein de cette coalition que vous avez lancée? Nous sommes un parti progressiste. Nous voudrions transformer notre société, nous voudrions réduire les inégalités et rendre le pouvoir au peuple. Nous ne nous battons pas pour remplacer les hommes par des hommes avec les mêmes pratiques. Nous nous battons pour que dans notre pays, il y ait une nouvelle classe avec des nouvelles pratiques politiques. C'est ce que les Nigériens attendent parce que la souffrance est dure pour eux et elle est quotidienne. Merci Ibrahim Yacouba d'avoir été notre invité.